Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui au bruit en entreprise. Je vous propose de patienter quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver sur cette plateforme de webinaire. Merci de patienter quelques instants. Alors, nous avions pour projet de vous faire passer une petite séquence musicale de chants musicaux, de chants d'oiseaux. Et puis, la plateforme ne permet pas de faire cela. J'en suis navrée. Alors, je siffle très mal, donc je ne m'aventurerai pas à vous faire le chant de la mésange, mais ça aurait été agréable d'entendre cet après-midi le chant des oiseaux sur ce webinaire consacré au bruit, parce que tous les bruits ne sont pas désagréables. Donc, on va patienter encore un petit peu. Soyez tous les bienvenus. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez, au moins que vous nous entendiez, ma foi. Si vous ne nous voyez pas, c'est moins grave. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez un petit espace sur votre droite qui permet de communiquer avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous rencontriez des difficultés. Voilà, merci pour vos retours. Tout se passe bien. C'est formidable. Écoutez, je vous propose de continuer, de commencer sans tarder. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire le plaisir de me voir en grand. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2021 et nous fêtons les Françoises. Alors pensez à vos mamans, vos belles-mamans, vos voisines, vos grands-mères. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par GEST. GEST, le service de santé, l'association des services de santé au travail du Grand Est. Donc nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui certainement plus de 240 personnes à ce webinaire qui est donc consacré au bruit en entreprise. Donc ce webinaire sera animé cet après-midi par Emmanuel Rollès, IPRP à AST67, Fabien Thibidaz, ergonome à Ardennes Santé Travail, Dave Bonin, infirmier en santé-travail au STSA, service de Mulhouse, et Anna Freitas, infirmière santé-travail au STSA également, répondra à vos questions en back-office. Donc, nos experts sont amenés à intervenir en entreprise pour conseiller les salariés, les chefs d'entreprise sur le bruit, les mesures de bruit, les mesures de prévention à déployer, les équipements de protection à utiliser. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail à Strasbourg. Donc pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer sur l'outil qui se trouve sur votre droite. Nous répondrons à vos questions au fil de l'eau. Et puis, à la fin de notre webinaire, nous répondrons à vos questions avec nos experts. Ce webinaire dure environ 1 heure. Le replay et le support de présentation seront disponibles sur les sites internet des services qui présentent aujourd'hui ce webinaire et puis sur le site internet de GEST qui a donc proposé ce support. Eh bien, écoutez, ce jeudi 11 mars aura lieu partout en France la journée nationale de l'audition. Et ainsi, tests de dépistage auditif, des tests de dépistage auditif gratuits, des webinaires, des diffusions de documents, des diffusions de conseils de prévention seront autant de temps qui seront déployés par tous les acteurs de la prévention de l'audition et notamment par les services de santé au travail. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous avertit qu'une personne sur 4 dans le monde souffrira de déficience auditive, à des degrés divers évidemment, d'ici 2050. Et 2050, c'est tout bonnement à la génération de mes enfants, ce sera donc dans 30 ans. Par ailleurs, selon une enquête IFOP, 67% des actifs français en 2017 se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail. Donc, autant vous dire que ce webinaire prend tout son sens dans ce contexte. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est le bruit, puis apprendre comment il se mesure, quels sont les effets du bruit sur notre santé, que nous dit la réglementation, comment agir sur le terrain de la prévention, et puis on terminera par l'accompagnement qui est proposé en entreprise par les services de santé au travail. Et avec tout ça, je pense que nous aurons fait le tour de la question cet après-midi. Eh bien, je vous propose de commencer avec Fabien Thibidaz. Bien, bonjour à tous.
Effectivement, c'est moi qui ouvre le bal sur la définition du bruit. Effectivement, on va parler des risques qui entourent le bruit, mais la première chose à faire, c'est de définir ce qu'est un bruit. Et pour définir ce qu'est un bruit, j'ai besoin de définir ce qu'est un son. Alors un son, c'est un phénomène sonore qui est obtenu par la propagation de vibrations acoustiques transmises au cerveau. Quand je parle, j'ai mes cordes vocales qui se mettent en vibration. Cette vibration va se propager dans l'air, va se propager sous forme d'onde jusqu'à vos oreilles, et je laisserai le soin à Dave de vous expliquer comment votre cerveau, lui, va traduire cette onde. Ces sons peuvent être de deux façons distinctes. On peut dire qu'ils peuvent être plaisants, un son de mer, le chant des oiseaux. Céline Dion, quand elle chante, c'est plutôt plaisant. Mais ces sons peuvent être aussi désagréables, voire gênants. Un marteau-piqueur, mobilette. Si moi j'essaie d'imiter Céline Dion, ce sera sûrement désagréable. Et à partir de là, on va parler de bruit. Donc un bruit, en fait, c'est un son qui est défini comme désagréable ou gênant. Comment va se caractériser le bruit? Nous avons deux caractéristiques principales au niveau du bruit. La première, c'est l'intensité. Alors l'intensité, vu que c'est une onde, c'est un niveau de pression acoustique qui est exprimé en décibels. Alors vous verrez très souvent dans la législation, quand on parle de bruit, 2 décibels, le dBA et le dBc. Le dBA, en fait, va tenir compte de l'atténuation naturelle apportée par nos oreilles. Il faut savoir que nos oreilles vont atténuer plus facilement les sons graves et vont un petit peu augmenter les sons aigus et médiums. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de dBA quand on parle d'exposition au bruit. Le dBc, c'est un dB qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'atténuation, et on va en parler quand on subit des bruits impulsionnels, c'est-à-dire un coup comme ça. Et en final, l'intensité, ça correspond à un volume sonore. La deuxième caractéristique qui va définir le bruit, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le bruit et le son étaient des vibrations. Ben, une fréquence, c'est tout simplement le nombre de vibrations par seconde. Et si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de collège, de physique au collège, une fréquence, ça s'exprime en hertz. Et finalement, la fréquence, elle va correspondre à la tonalité d'un son. Plus la fréquence est basse, plus on va avoir un son grave. Plus la fréquence est importante, plus on aura un son aigu. Au niveau de l'intensité, pour vous donner un petit peu quelques exemples, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais de décibels, mais ça ne parle pas à tout le monde. 0 décibel, c'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. Donc, en dessous, on ne peut rien entendre. Ensuite, on va avoir des sons qui vont être peu bruyants. On va dire de 0 à 50, c'est la partie qui est peu bruyante. Ça va correspondre au vent dans les arbres, une chambre à coucher, un bureau calme, une conversation en voix basse, une machine à laver, pas en mode essorage, une machine à laver en mode normal. On va être dans les 40-50 décibels. Là, vous parlez normalement à quelqu'un à 1 mètre, il vous entend sans problème. Ensuite, nous allons rentrer, si il veut bien avancer, on va rentrer dans les bruits qui sont un petit peu plus perceptibles facilement. Donc 50-60 décibels, un centre commercial, un aspirateur, 70 décibels. 70-80, le bruit d'une voiture, du moteur d'une voiture. À partir de 80 décibels, vous allez avoir besoin d'élever la voix pour qu'on vous entende. 80-90 décibels, le bruit d'une moto. Ensuite, là, on rentre dans les sons où vous avez besoin de crier pour vous faire entendre. Donc 100 décibels, le bruit d'un baladeur à puissance maximale. 100-110 décibels en discothèque, le bruit des amplis, on peut monter à 110 décibels. Un marteau-piqueur, 110-115 décibels. Nous, dans les Ardennes, on a le secteur de la métallurgie qui est pas mal représenté, on a des forges. Et au niveau des forges, les pilons peuvent taper à 110, 115, voire 120 décibels. 120-130, c'est le bruit d'un moteur d'avion. Et là, c'est impossible de communiquer. Là, plus personne n'entend rien. Et ensuite, 140-150, c'est le bruit d'une fusée. Donc, sans vous spoiler ce qui va suivre plus tard, nous, on considère qu'à partir de 80-85 décibels, il va y avoir un risque pour la santé auditive. Au niveau de l'intensité, il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau du bruit, c'est que ce n'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bruits ne vont pas s'ajouter, ils vont se composer. La résultante de ça, c'est que une machine à 80 décibels, si vous en rajoutez une deuxième, le résultat ne sera pas 80 plus 80, 160. Le résultat, ce sera plus 3. Quand on double le bruit, on gagne 3 décibels. C'est-à-dire que une machine à 80, si vous en mettez une deuxième à 80, le résultat sera 83 décibels. Et ça, c'est vraiment une logique difficile parfois à comprendre, mais c'est parce que c'est une échelle logarithmique. Et c'est très important pour nous préventeurs, vous le verrez plus tard. Donc, deux machines à 80,
83, 4 machines à 80, 86, etc., etc. 10 machines à 80, la résultante sera 90 décibels. Oui. Alors, au niveau de la fréquence, donc là, on a parlé de l'intensité, maintenant, on va parler de la fréquence. Vous savez que le champ, enfin, vous le savez, le champ auditif humain, en fait, va s'établir de 20 à 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Les infrasons ne sont pas, nous, humains, nous ne pouvons pas les entendre, les infrasons. Certains animaux l'utilisent, je pense aux éléphants, aux baleines, qui utilisent les infrasons pour communiquer. Nous, on va entendre de 20 à 20 000 Hz, avec 3 catégories distinctes. De 20 à 400 Hz, ce sont les sons graves. De 400 à 2000 Hz, les sons médiums. Et de 2000 à 20 000 Hz, les sons aigus. La fréquence de la voix va se situer entre 80 Hz pour une voix très très grave et 1800 Hz pour les voix très 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 aiguës. Globalement, entre un homme et une femme, on est entre 100, 150 et 400 Hz. Et ensuite, nous avons les ultrasons. Donc les ultrasons, nous ne sommes pas capables de les entendre, c'est au-dessus de 20 000 Hz. Et certains animaux communiquent avec aussi, comme les chauves-souris ou le sonar des dauphins. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce champ-là, avec le vieillissement naturel de l'homme, il a tendance à se réduire. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on va entendre les sons très graves et moins on va entendre les sons très aigus. Et ce qui est assez insolite, c'est que certaines entreprises ont réussi à trouver une application dans la vie courante de ça. Je pense à une entreprise qui a fait l'actualité il y a 2-3 ans en Angleterre, qui a créé un boîtier anti-jeûne. Le boîtier anti-jeûne, en Angleterre, il y avait une épicerie dont le gérant était ennuyé par des regroupements de jeunes à côté de son entrée qui buvaient de l'alcool et qui importunaient les clients. Et donc, du coup, ce gérant était embêté avec ces jeunes-là. Il a fait venir la police à plusieurs reprises. La police a dispersé les jeunes, mais qui revenaient à chaque fois. Donc, le gérant a investi dans un boîtier anti-jeûne qui avait comme particularité de produire un son très fort et très, très, très aigu. C'est-à-dire qu'on était de l'ordre de 18-19 000 Hz. Le gérant, qui devait avoir une cinquantaine d'années, ne l'entendait pas. Les clients, qui pareil étaient entre 40 et 50 ans, ne l'entendaient pas. Mais par contre, les jeunes avaient dans l'oreille un bruit très aigu et très strident. Et ça a marché. En fait, ce boîtier anti-jeûne a fait disperser les jeunes qui ne sont plus jamais revenus. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, ce vieillissement en fait, permet d'avoir des applications dans la vie courante. Je pense aussi à ceux qui ont des enfants. Il existe des ultrasonneries. Les ultrasonneries, c'est pareil, ce sont des sonneries qui sont dans les 18-19 000 Hz. Et en fait, les jeunes programment cette sonnerie pour les SMS et les appels. Ce qui fait que quand ils reçoivent un texto, vous ne l'entendez pas, mais eux, ils l'entendent. Donc, la prochaine fois que vous voyez votre enfant se diriger vers son téléphone, mais qu'il n'y a pas eu de sonnerie, méfiez-vous quand même. Il faut savoir aussi que l'oreille humaine est plus sensible au son médium et au son aigu. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le dBA, qui a tendance à ne pas prendre en compte trop les graves, mais qui surestime un petit peu les médiums et les aigus. Ça, c'est une particularité de notre oreille. Au niveau du risque, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer dans notre évaluation pour le risque. Il y a le niveau sonore et la durée d'exposition. Donc, on sait, et vous le verrez au niveau réglementaire, qu'à partir de 80 décibels sur 8 heures d'exposition, on sait qu'il y a un risque d'atteinte à la santé. Tout à l'heure, je vous ai dit que le double de 80 décibels, c'était 83 décibels. Mais si je double mon niveau sonore, ça veut dire que je divise par 2 ma durée d'exposition. Donc, si je divise par 2, 8 heures, ça fait 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80 décibels sur 8 heures, c'est pareil que 83 décibels sur 4 heures. Si je continue mon raisonnement, c'est pareil que 86 décibels sur 2 heures. Et si je continue jusqu'au bout, 100 décibels sur 4 minutes, c'est pareil que 80 décibels sur 8 heures. Alors ça, c'est une importance fondamentale pour nous, parce qu'en entreprise, il arrive très souvent que des salariés ou des employeurs ou des gérants se déplacent dans des milieux très bruyants, mais se disent c'est bon, j'y vais 5 minutes, j'ai pas besoin de me protéger. Si, parce que s'ils sont exposés à des niveaux sonores très forts, les 5 minutes à 100 décibels, c'est comme s'ils avaient passé 8 heures à 80 décibels. Donc ça, c'est vraiment fondamental sur la prise en compte du port d'équipements de protection individuelle notamment. Ce qui va rentrer aussi en compte, c'est la distance par rapport à la source de bruit. Effectivement, plus vous éloignez du bruit, plus le niveau sonore va descendre, et de façon assez importante d'ailleurs. Le type de bruit, vous verrez qu'au niveau de la législation, il y a 2 types de bruits distincts qui sont appréciés. On a le bruit continu sur 8 heures d'exposition, mais on a aussi les bruits impulsionnels.
Et ça, c'est important parce qu'il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe stapédien qui fait qu'il y a des muscles dans nos oreilles qui se contractent lorsqu'on est exposé à un bruit pour diminuer notre exposition au bruit. Le problème, c'est que sur un bruit impulsionnel, le réflexe stapédien n'a pas le temps de se produire. Donc, un bruit impulsionnel, on le prend d'autant plus fort qu'un bruit continu. Et enfin, un petit peu comme tout risque, on a des terrains et des sensibilités individuelles qui varieront en fonction des personnes et des critères héréditaires. Merci Fabien. Si je pouvais résumer votre intervention en 3 mots, si j'osais le faire, je pourrais dire, que vous ne prendriez pas le risque de chanter du Céline Dion durant ce webinaire. Je peux essayer. Et puis 2, on a fait plein de multiplications et d'additions assez étranges et pour le moins peu communes. Merci Fabien pour cette introduction sur la définition du bruit. Nous allons continuer avec Emmanuel Rollès sur la mesure du bruit. Quels sont donc tous ces instruments forts scientifiques pour mesurer le bruit? Oui, bonjour, merci Gaëlle. Donc nous savons maintenant qu'une exposition à un niveau sonore de 80 décibels sur 8 heures constitue un risque pour la santé. Alors 2 questions se posent. Dois-je évaluer le bruit dans mon entreprise? Eh bien oui, effectivement, en tant qu'employeur, vous devez évaluer et si nécessaire, mesurer. Cela signifie qu'il n'est pas obligatoire d'effectuer des mesures. Alors la seconde question, c'est comment procéder justement à cette évaluation du bruit. Eh bien, 2 possibilités. L'évaluation sans instrument, qui est une évaluation sommaire. Par exemple, si vous devez crier ou si vous avez beaucoup de difficultés à vous faire comprendre avec une personne située à moins de 1 mètre, vous pouvez considérer que vous êtes à un niveau supérieur à 85 décibels. Donc, le risque est certain pour votre santé. Si en revanche, vous pouvez communiquer normalement avec une personne située à moins d'1 mètre de vous, à 50 centimètres, là, vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de risque. Vous êtes à un niveau sonore inférieur à 80 décibels. Cette évaluation reste toutefois subjective, car bien sûr, nous n'avons pas le bruit en continu sur 8 heures, mais ça permet déjà, dans un premier temps, de faire un tri. La deuxième façon d'estimer le bruit, ce sera d'utiliser effectivement des appareils de mesure. Alors, les appareils de mesure que nous utilisons, donc nous avons 2 familles. La famille des sonomètres qui va vous permettre de faire des mesures en instantané. Alors, justement, pour connaître le bruit ambiant d'un local, par exemple, cartographier le bruit au sein d'un atelier, ne serait-ce que pour localiser un équipement bruyant, évaluer aussi le bruit d'une machine, un équipement ou une opération bruyante, comme par exemple le martelage. La deuxième façon de mesurer le bruit, c'est d'utiliser un exposimètre. Alors, cet appareil sera porté par le travailleur pendant toute sa journée de travail, avec le micro positionné justement sur l'épaule pour être au plus près de ce que perçoit l'oreille. Alors, l'avantage avec l'exposimètre est que nous aurons la dose de bruit reçue sur le travail réel du travailleur, c'est-à-dire ça prendra en compte à la fois les différentes phases d'activité, les emplacements de travail et aussi ses déplacements au sein de l'atelier, par exemple. Alors maintenant, qui peut faire les mesures? Eh bien, votre service de santé au travail ou un prestataire extérieur, bien sûr. Par contre, si le mesurage fait suite à une demande de l'inspection du travail, le recours à un organisme accrédité est impératif. L'évaluation. Donc, l'évaluation du bruit va nous permettre, bien sûr, d'identifier les sources de bruit, mais aussi de rechercher, puisque c'est ça le but, les mesures de protection visant à supprimer ou réduire ce risque. Donc, il va être essentiel de considérer 3 modes d'action. Le premier, ça va être la source d'émission, c'est-à-dire l'atelier. On va repérer la machine, l'équipement, par exemple le compresseur, le ventilateur, l'outil, tous les équipements qui vont être émetteurs de bruit. Dans les bureaux, ce qui va être source de bruit, ça va être la sonnerie de téléphone, l'imprimante si elle se situe au poste de travail, les conversations également. Dans les crèches, donc c'est également un milieu bruyant, ça va être le mobilier, le déplacement des mobiliers par exemple, les jouets, les cris, les pleurs des enfants. On considérera aussi le milieu de propagation, le local. Parce qu'effectivement, n'oublions pas, comme l'a expliqué Fabien, que le bruit étant une vibration, celle-ci va se propager à la fois dans l'air, mais également par les planchers, les murs et le plafond.
et redescendre en tout point du local sur les opérateurs, comme on peut le voir justement à l'image. Pour vous donner un exemple concret qui parle à tout le monde, si vous êtes en appartement et que vous avez un voisin au-dessus de vous qui a du parquet, à chaque fois qu'il se déplacera ou déplacera les chaises, vous serez gêné, voire même agacé par le bruit d'impact sur le sol. Donc certains matériaux, comme le bois, le carrelage, le béton, sont très réverbérants. Donc l'évaluation va permettre d'identifier les sources de bruit pour ensuite rechercher les solutions, car les solutions existent, heureusement. Par exemple, si je reprends le cas de l'appartement ou dans les bureaux, pour absorber les bruits d'impact sur le sol, on privilégiera plutôt un sol type linoléum dans les bureaux ou crèches. Et enfin, on s'intéressera bien sûr à la réception, c'est-à-dire à l'opérateur. Quelle est la dose de bruit justement qu'il reçoit au cours de sa journée de travail? Merci Emmanuel. On en sait maintenant un peu plus sur toutes ces façons de mesurer le bruit. Nous allons continuer notre intervention avec Dave Bonin et avec qui nous allons décortiquer cette oreille. Et oui, tout à fait. Alors nous allons voir quels sont les effets du bruit sur la santé, mais pas que. Tout d'abord, un petit descriptif de ce qu'est l'oreille. Donc l'oreille, elle se compose de 3 parties. Et la première qu'on voit ici en orange, c'est l'oreille externe qui assure le rôle de récepteur et d'amplificateur du son. Il y a ensuite l'oreille moyenne, ici en violet, avec ses 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Elle transforme la vibration aérienne qu'est le son en vibration liquidienne. Elle a une fonction d'amplification et une fonction de protection via le réflexe stapédien. Enfin, l'oreille interne, avec la cochlée, elle transforme la vibration liquidienne en influx nerveux. Et donc, elle contient les cellules ciliées que l'on voit sur cette photo. Et ces cellules sont non renouvelables et leur disparition entraîne la surdité. Cette disparition se produit naturellement avec l'âge, mais aussi par anticipation suite à une exposition au bruit. Et ces cellules ciliées, en fait, qui sont trop sollicitées, fatiguent puis meurent. Alors, nous avons vu ici la transmission aérienne du bruit, mais il y a aussi une autre voie de transmission qui existe, c'est la voie osseuse. La transmission se fait dans ce cas-là par vibration des os du crâne directement à l'oreille interne. Ce phénomène permet d'expliquer le choix de certains EPI spécifiques, comme le casque, à certains niveaux de bruit assez élevés. Alors, pour une journée de 8 heures de travail, on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 décibels. Comme vous l'a expliqué Fabien avant, si le niveau est supérieur, ce temps est réduit. Si le niveau est extrêmement élevé, supérieur à 100 décibels, toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse pour l'audition. Donc, le premier risque pour la santé est bien sûr la surdité, mais même en dessous de ces niveaux de bruit, on peut avoir des conséquences sur la santé. On peut retrouver par exemple des troubles cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle. Et dans ce cas-là, le caractère prévisible ou non du bruit, le type d'activité, le niveau de stress sont directement liés à ces troubles. Il y a aussi des troubles du sommeil via une modification de la forme du sommeil par réduction du nombre et de la durée de cycle des sommeils. Il y a alors une fatigue chronique qui peut s'installer. La gêne liée au bruit est aussi associée à l'insatisfaction au travail, à l'irritabilité, à l'anxiété, voire à l'agressivité. On note aussi une détérioration des performances des travailleurs dans les tâches cognitives, surtout si la mémoire à court terme est mise en jeu. Il ne faut pas oublier les fœtus qui sont aussi concernés. Les femmes enceintes au cours des 3 derniers mois de grossesse devraient être exclues du bruit. En effet, l'oreille interne du fœtus devient sensible au bruit en basse fréquence. Or, ces bruits passent facilement les protections naturelles que sont la paroi abdominale, utérine, le placenta et le liquide amniotique. Il y a encore plein d'autres effets possibles. Ils sont en partie indiqués sur le petit schéma que vous voyez. Et enfin, les accidents du travail. 10% des accidents du travail seraient liés au bruit à cause d'un phénomène de masquage des signaux d'alerte ou tout simplement par détournement de l'attention. Alors, on a vu ici les conséquences sur la santé du salarié, mais le bruit a aussi des conséquences sur la santé des entreprises.
En effet, le bruit coûterait 19 milliards d'euros par an. Il y a d'un côté les coûts directs, les maladies professionnelles, les accidents du travail pour 1,2 milliard d'euros par an, mais surtout les coûts indirects qui sont principalement liés à la perte de productivité. Enfin, la surdité professionnelle, petit focus sur la maladie professionnelle qui est classée 42 au tableau des maladies professionnelles du régime général. C'est une maladie qui pourrait être évitée et pourtant, il y a encore entre 500 et 800 maladies professionnelles reconnues chaque année. Le coût moyen d'une maladie professionnelle est d'environ 100 000 euros par maladie professionnelle pour un coût global en France et par an de 80 millions d'euros. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à mon collègue. Merci Dave. Je crois qu'effectivement, c'était important de faire un point sur les effets du bruit sur la santé des salariés, mais également, comme on l'a fait là, sur la santé de l'entreprise. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons continuer avec Fabien et un point sur la réglementation. Alors, que dit la réglementation sur le bruit en entreprise ? Alors, la réglementation va nous donner effectivement des seuils avec à chaque fois des actions à mettre en place au niveau de l'employeur. Donc, vous voyez ce premier schéma avec à gauche la partie exposition sur 8 heures de travail et à droite, on a les pics de crête, c'est-à-dire les bruits impulsionnels. En dessous de 80 décibels sur 8 heures de travail et ou 100 pics à plus de 135 décibels, on considère qu'il n'y a pas d'action à mettre en place. On considère que la santé auditive n'a pas de risque, en tout cas, il n'y a pas de risque pour votre santé auditive. Entre 80 et 85 décibels sur 8 heures de travail ou à partir du moment où vous subissez un pic de 135, entre 135 et 137 décibels, on rentre dans ce qu'on appelle le seuil d'action inférieur. Donc, c'est ce qui est en rose. Dans ces cas-là, l'employeur doit mettre à disposition des PICB, ce sont des protecteurs individuels contre le bruit. Il doit informer ou former ses travailleurs du risque encouru. Et les salariés peuvent bénéficier d'un examen audiométrique préventif dans leur service de santé au travail. Au-dessus de 85 décibels sur 8 heures ou lorsqu'il y a des expositions à des pics à plus de 137 décibels, dans ces cas-là, on rentre dans le seuil d'action supérieur, c'est signifié en rouge avec les petits points rouges. Dans ces cas-là, l'employeur doit mettre en œuvre un programme de mesure de réduction d'exposition au bruit. Il doit signaler par de l'affichage notamment les endroits bruyants et limiter les accès. Il doit rendre obligatoire les protecteurs individuels et il doit s'assurer que les protecteurs individuels sont effectivement portés. J'attire vraiment votre attention sur la différence entre le seuil d'action inférieur et le seuil d'action supérieur. À partir de 80 et jusqu'à 85, l'employeur a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit mettre à disposition. Au-dessus de 85 décibels, il y a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer que les gens les portent. Combien de fois nous allons, nous, en entreprise, préventeurs, et les employeurs nous disent il y a des bouchons là-bas, ils n'ont qu'à se servir. Non. À partir de 85 décibels, il y a une obligation de s'assurer que les travailleurs portent leur protection. Enfin, il y a une notion qui est sortie en 2006 qui s'appelle une valeur limite d'exposition compte tenu de l'atténuation apportée par le protecteur individuel, qui est située à 87 décibels pour l'exposition sur 8 heures et qui est située à 140 décibels pour le bruit impulsionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les protecteurs doivent faire en sorte qu'à l'oreille de l'opérateur, par exemple, on ne dépasse jamais 87 sur 8 heures ou 140 en pic. Pour vous donner un exemple, un salarié qui serait exposé à 100 décibels, le protecteur doit atténuer d'au moins 13 décibels pour qu'à l'oreille de l'opérateur, nous soyons à 87. Il faut savoir que, tout à l'heure, je vous parlais des forges, on a des bruits qui montent à 115, 120 décibels. Avant 2006, un employeur qui donnait des protecteurs qui atténuaient de 30 décibels, et 30 décibels, c'est pas rien, à un forgeron, par exemple, le forgeron, 120 moins 30, il était toujours à 90 décibels à son oreille. Ce qui veut dire que malgré les protections, il risquait encore d'abîmer son oreille. Et maintenant, de plus en plus, au niveau des forges, par exemple, les gens ont des doubles protections, c'est-à-dire bouchon d'oreille plus casque. Alors, on entend aussi beaucoup parler des bureaux, savoir à quel niveau de bruit on doit être dans un bureau. Alors, rassurez-vous, dans les bureaux, il y a quand même peu de risques que vous deveniez sourd. Par contre, je pense qu'on l'a tous déjà constaté, quand on a besoin de se concentrer sur un compte-rendu, de rédiger ou avoir une attention soutenue sur un document, on va plus facilement fermer la porte pour être vraiment isolé dans sa bulle.
Et ça, c'est une explication parce qu'effectivement, le bruit est un perturbateur cognitif. Et on considère qu'à partir de 55 décibels, l'atténuation peut être, votre concentration peut être embêtée par le bruit. Donc la norme NFS 31080 va vous indiquer que normalement, dans un bureau, on ne doit pas dépasser 55 décibels. Au niveau des open space, et on en a de plus en plus, on a une autre norme qui est la 31199 qui va donner des valeurs cibles en fonction du type d'open space. Si ma mémoire est bonne, il y a 4 types d'open space. Il y a les open space type centre d'appel. Il y a les open space avec du travail collaboratif, par exemple une équipe de commerciaux qui vont discuter ensemble. On a les open space de type non collaboratif, différents métiers qui sont réunis dans un open space. Et on a les open space qui accueillent du public. Et en fait, cette norme-là, en fonction de l'open space que vous occupez, va vous donner des valeurs cibles à atteindre, en tout cas à ne pas dépasser. Et enfin, on a une dernière norme qui est la X3502 qui s'occupe de la conception ergonomique des espaces de travail, qui va vous donner des indications sur notamment les revêtements. Quel type de revêtement on peut mettre en place sur les murs, sur le sol, sur le plafond, pour éviter la réverbération du bruit et obtenir le minimum de bruit possible. Merci Fabien pour ce point sur la réglementation. Assez naturellement, on va continuer sur les mesures de prévention. Alors en prévention, on parle toujours de mesures collectives et puis de mesures individuelles. Et on va décortiquer tout ça avec Emmanuel. Emmanuel, alors attends voir, je réactive ton micro ou réactive bien ton micro qu'on t'entende. Alors Emmanuel, ton micro est désactivé. C'est dommage pour un webinaire sur le bruit. Le micro. Voilà, super. Voilà, c'est bon, désolée. Ok, je reprends. Donc, dès lors, effectivement, que l'évaluation des risques a permis de constater que les travailleurs sont exposés à plus de 80 décibels et ou 135 décibels C, des mesures adaptées doivent être mises en œuvre. Alors, on agira en priorité sur la prévention collective, c'est-à-dire comment supprimer ou réduire le risque de réduire le bruit à la source ou comment limiter encore la propagation. Parallèlement, on mettra en place une prévention individuelle appropriée et adaptée à chaque travailleur selon son exposition au bruit. Et enfin, l'information et la formation seront dispensées à tous les travailleurs, mais aussi les encadrants et managers et visiteurs concernés par le risque bruit. Alors, quand on parle de prévention collective, l'objectif est de réduire donc le bruit à la source et d'agir sur la propagation du bruit dans les locaux. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on peut le voir à l'image sur le petit dessin, on va pouvoir, par exemple, réfléchir à séparer ou éloigner la machine bruyante, typiquement d'un compresseur qui n'a pas besoin d'être à proximité des travailleurs. Ou sinon, on va réfléchir à est-ce qu'on peut encoffrer la machine en prenant soin de la mettre à ce moment-là sur des plots anti-vibratiles pour désolidariser la machine du sol et ainsi éviter la propagation. Les règles de base sont isoler et absorber le bruit avec un matériau, par exemple, type laine de roche. Pour certaines activités, s'il n'est pas nécessaire d'être en contact direct avec la machine, ou tout au moins pas en permanence, on pourra alors envisager d'éloigner la personne ou d'aménager son poste de travail dans une enceinte isolée. Le principe de la cabine est identique à celui de l'encombrement, sauf qu'au lieu d'enfermer la source, on enferme le récepteur, mais dans le but de le protéger, bien sûr. On pourra aussi utiliser un écran. C'est un bon moyen pour protéger l'opérateur situé immédiatement derrière. Rappelons que pour qu'un écran soit efficace, il convient également de traiter les parois du local. Les écrans peuvent être mobiles et pourront être mis en place ponctuellement lors de phases d'activité bruyantes, comme par exemple le meulage au sein d'un atelier. On pourra également procéder à une rotation des postes, c'est-à-dire agir sur l'organisation de travail. Rotation des postes, bien sûr, lorsque des postes exposés, on donne la possibilité, des postes moins exposés, pardon, on donne la possibilité afin de réduire l'exposition au bruit. On pourra aussi planifier les tâches à forte émission sonore aux heures de faible présence d'opérateurs dans l'usine. Dans tous les cas, le conseil, c'est d'impliquer toujours les salariés dans la recherche de solutions,
car c'est souvent eux qui ont les bonnes idées. Et le fait que les idées émergent d'un groupe de salariés, ils adhéreront également plus facilement aux solutions que vous apporterez. Alors, voici des exemples justement d'actions à la source. Alors, on a choisi la soufflette comme exemple parce que c'est vraiment la bête noire dans les entreprises. La soufflette à air comprimé, donc même si sa durée de cette opération est faible, sa répétition et son niveau élevé peuvent affecter de manière importante l'exposition sonore du salarié. En général, une soufflette, c'est plus de 100 décibels. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, une exposition à 101 décibels pendant 4 minutes équivaut en termes de dose de bruit à 80 décibels sur 8 heures. C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Fabien. Alors, j'aime bien quand même rappeler cette notion, car souvent, en entreprise, mais aussi à la maison, puisqu'à la maison, on utilise également des outils bruyants. Ce ne sera pas la soufflette, ce sera la perceuse, par exemple, ou encore la tondeuse. Donc, sous prétexte qu'on va l'utiliser quelques minutes, on aura tendance à dire que « oh, ce n'est pas la peine que je me protège, puisque cela va durer que quelques minutes ». Or, c'est faux de penser cela, puisque 80 décibels sur 8 heures, comme on l'a vu, c'est dangereux et ça correspond à une dose de 101 décibels pendant 4 minutes. Donc, en 4 minutes, vous allez atteindre votre dose journalière. Alors, pour en revenir à la soufflette, quelles sont les solutions? Eh bien, par exemple, de remplacer les soufflettes traditionnelles par des soufflettes dites silencieuses. En fait, leur conception joue sur l'écoulement de l'air en sortie de la buse. Donc, on aura grosso modo un gain de 12 décibels et l'efficacité surtout sera inchangée, contrairement à ce que peuvent penser les opérateurs, parce que le fait que ce soit moins bruyant, ils ont l'impression que c'est moins efficace. Mais non, ça reste tout autant efficace. L'INRS a fait des études là-dessus qui le prouvent. Alors, comme je parle de la soufflette, j'aime bien aussi rappeler également quelques conseils qui sont notamment de ne pas utiliser les soufflettes dans certaines entreprises comme les menuiseries, parce que justement, la soufflette souffle et ça va remettre en suspension toutes les poussières. Et dans les menuiseries, bien sûr, on a les poussières de bois qui sont dangereuses. Évidemment, quand on utilise la soufflette, il est obligatoire de porter donc les protections auditives, on va en parler après, mais aussi de porter des lunettes de sécurité enveloppantes pour tout simplement protéger vos yeux dus à la projection de particules. Une autre idée d'action à la source, en cas de changement de machine ou d'équipement, c'est d'engager une concertation avec le fournisseur sur une action de réduction des niveaux sonores à la conception, puisque les fabricants ont obligation d'informer les utilisateurs via la notice. Vous avez le niveau de la puissance acoustique de la machine. Donc, en tant qu'employeur, votre rôle, ça va être d'acheter, à performance égale, bien sûr, d'acheter la machine qui soit la plus silencieuse, et aussi bien en entreprise qu'à la maison d'ailleurs. Voilà, quand on a mené des actions sur la source, on va également mener des actions sur le traitement du local. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il incombe au maître d'ouvrage ou à l'employeur de prévoir un traitement acoustique des locaux qui ont été construits ou aménagés depuis le 1er janvier 1990, dès lors que des machines susceptibles d'exposer les travailleurs à des niveaux sonores supérieurs à 85 sont installées. Alors, le plus simple, c'est le plafond, parce que le plafond représente la surface homogène la plus importante de l'espace. Son traitement aura donc un impact important. Il devra être très performant, c'est-à-dire avec un indice d'affaiblissement de 15 décibels au moins et un coefficient d'absorption Sabine. Il s'agit du coefficient alpha Sabine, qui devra tendre vers 1. C'est le coefficient d'absorption. Dans les ateliers ou usines, par exemple, il sera possible de poser des baffles suspendus qui vont fonctionner en fait comme un piège à son. C'est-à-dire que le son va monter parce qu'il va être réfléchi et la baffle va piéger le son et donc le son ne redescendra pas sur les opérateurs. Sur l'image, on voit également une photo de bureau où on peut faire un traitement acoustique ou là encore installer des baffles. En tous les cas, la problématique de la réduction du bruit est complexe. Il sera donc vivement recommandé à l'entreprise de s'adjoindre les conseils d'un spécialiste.
Pour la propagation, on a pris également cet exemple dans les crèches, parce que dans les crèches, évidemment, ça va être compliqué de réduire le bruit à la source, à moins de bâillonner les enfants, mais non, c'est pas le but. Donc, en tous les cas, avec cet exemple, nous comprenons aisément tout le bénéfice d'un traitement acoustique. Donc, si on place des matériaux absorbants, le bruit dans le local d'émission passe alors de 80 à 75 décibels. Et le niveau perçu dans la salle voisine, dans les crèches, il y a souvent la salle des bébés, la salle des grands, la salle voisine va passer de 60 à 50 décibels. Donc, c'est un gain de 10 décibels, ce qui est énorme parce qu'on vous l'a dit, 3 décibels, le bruit est doublé. Sur le plan comportemental, il y aura aussi des effets, car une ambiance feutrée conduira à des comportements aussi plus calmes. Les enfants seront donc moins nerveux. N'oublions pas que si l'environnement sonore de la crèche est susceptible d'affecter la santé du personnel, elle affectera aussi celle des enfants. Donc, les enfants qui fréquentent les crèches sont en cours d'apprentissage du langage. Ils sont donc particulièrement vulnérables au bruit. La compréhension de la parole peut être compromise par le bruit. Merci Emmanuel. Alors, lorsque toutes ces mesures de prévention collective ne suffisent pas, quelles sont les mesures de protection individuelle à déployer pour protéger la santé des salariés et garantir leur sécurité? Nous allons continuer avec Fabien. Et promis, c'est la dernière fois que je vous embête. Donc effectivement, quand on a essayé de trouver des mesures collectives pour réduire le bruit et que finalement, on ne peut pas, effectivement, il y aura des situations, j'ai regardé un petit peu le chat là à droite, sur le bâtiment, sur les chantiers, c'est vrai que c'est compliqué de mettre en place des revêtements absorbants ou un marteau-piqueur, ça fait du bruit. Dans ces cas-là, effectivement, on est contraint d'aller vers la protection individuelle contre le bruit, les PICB. Ce qui nous paraît important, c'est d'impliquer tous les acteurs, l'utilisateur, le préventeur, le médecin du travail, l'acheteur et le décideur dans le choix des PICB. Vous allez voir dans la slide d'après qu'il y a différents types de PICB qui vont correspondre à différentes situations de travail. Ils doivent être appropriés à l'activité et à l'environnement. Ils doivent être adaptés au niveau sonore d'exposition. Ils doivent être individuels. Ils doivent être compatibles avec d'autres EPI. On verra que certains EPI, certains protecteurs individuels contre le bruit ne vont pas avec d'autres. Ils doivent être confortables et portés en permanence. Alors pourquoi? Parce que l'on sait que d'expérience que l'assiduité au port des protections est largement liée au confort d'utilisation. Quelqu'un qui va utiliser son protecteur individuel, en général, c'est parce qu'il le trouve confortable. J'ai même mémoire, moi, d'avoir eu des directeurs débarquer en réunion avec leur protecteur individuel. Alors c'est souvent des bouchons moulés et ils ne se rendaient même pas compte qu'ils les avaient encore sur eux. Et enfin, ils doivent être correctement ajustés avec une formation au port indispensable. On aura une petite vidéo pour vous après par rapport à ça. Alors, au niveau des protecteurs individuels, les premiers auxquels on pense tout de suite et qui sont le plus facilement accessibles, ce sont les bouchons jetables. Donc, effectivement, il n'y a pas d'entretien spécifique. Ils ne coûtent pas cher à l'achat, en tout cas de prime abord. Par contre, ils demandent une hygiène des mains indispensable. Vous le savez, il faut les rouler entre les doigts, puis après les glisser dans les oreilles. Donc, il vaut mieux avoir les mains propres. Il faut les ajuster. Et il faut les ajuster, vous le verrez sur la vidéo, c'est pas si évident que ça. Vu qu'ils rentrent dans l'oreille, ils sont intra-auriculaires, ils peuvent provoquer des démangeaisons. Et finalement, si vous utilisez 2 paires de bouchons par jour, on va dire une le matin, une l'après-midi, eh bien, à long terme, ça quand même représente un certain budget. Nous avons les casques anti-bruit. C'est la deuxième protecteur qu'on va rencontrer le plus souvent en entreprise. On a un port facile en milieu salissant, c'est-à-dire que même si vous avez les mains sales, vu que vous ne touchez pas à la partie qui va être en contact avec vos oreilles, ce n'est pas spécialement un problème. Et c'est extérieur à l'oreille. C'est vrai que quelqu'un qui va avoir une otite, par exemple, il va avoir des difficultés à porter des bouchons qui vont aller dans les oreilles. Donc ça, le principe du casque, c'est bien, c'est que c'est extérieur à l'oreille. Par contre, en défaut, il va être encombrant, il va présenter un certain poids, et comme il couvre toute l'oreille, il va entretenir une certaine chaleur. Alors c'est vrai que du coup, c'est plus difficile à porter en milieu chaud et humide, et notamment aussi en été. Et tout à l'heure, je vous parlais de la compatibilité entre les EPI et les protecteurs individuels. Par exemple, le casque de sécurité, il va très mal aller avec un soudeur qui a un masque de soudeur, ou quelqu'un qui a des lunettes de sécurité parce que du coup, ça va appuyer sur les branches derrière l'oreille, c'est très désagréable, ou quelqu'un qui a un casque de chantier. Pour le casque de chantier, vous avez peut-être déjà vu, il existe des oreilles de Mickey qui permettent de mettre des casques anti-bruit sur les casques de chantier.
Au niveau des protecteurs individuels, on a aussi tout ce qui est arceaux et bouchons réutilisables. Ce qui est sympa avec ces types de protections, c'est qu'elles sont nettoyables, donc elles sont lavables et réutilisables. En plus, vous n'avez pas spécialement besoin de les rouler entre vos doigts et vous pouvez manipuler que le fil. Donc, il y a une manipulation, il n'y a pas de manipulation de la portion à introduire dans votre conduit auditif. Par contre, un petit peu comme les bouchons jetables, ils sont intra-auriculaires. Et enfin, nous, ce qu'on préconise quand même relativement souvent, non pas qu'on ait des actions chez les protecteurs de bouchons moulés, mais parce qu'on trouve que c'est très confortable et que c'est très adapté au risque lorsqu'on ne peut pas travailler sur la protection collective, ce sont donc les bouchons moulés. Ils sont faits sur mesure, donc c'est-à-dire que quelqu'un va venir prendre l'empreinte de votre conduit auditif et votre bouchon moulé va correspondre à cette empreinte. Il y a une bonne stabilité dans le conduit et ça protège du bruit sans entraver la communication verbale. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la fréquence de la voix, elle est située entre 100 et 500 Hz en gros. Eh bien, ces bouchons, en fait, vont atténuer fort avant les 100 Hz, vont atténuer fort au-dessus de 500 Hz et ils vont être passe-bande, c'est-à-dire qu'ils vont mieux laisser passer entre 100 et 400 Hz, ce qui fait que ça va bien atténuer les bruits industriels, qui sont plutôt des bruits graves et parfois des bruits aigus, mais vont laisser passer la parole de la voix. L'une des principales oppositions qu'on nous donne au niveau des bouchons moulés, c'est le coût à l'achat. Alors, il faut savoir qu'une paire de bouchons moulés, ça coûte une centaine d'euros, suivant les fabricants, mais c'est valable pendant 5 à 6 ans. Ce qui fait que la CRAMIF, vous le voyez en bas, a édité une étude qui dit que si vous utilisez pendant 5-6 ans des bouchons soit jetables, soit moulés, le prix à l'année est de 66 euros pour les bouchons jetables et de 20 euros pour des protections sur mesure. Donc finalement, quand on voit un petit peu plus loin, les bouchons moulés, c'est pas si onéreux que ça. Au niveau de la protection à choisir, également, on va tenir compte de l'exposition au bruit. Nous, notre idée, quand on va conseiller un employeur pour l'atténuation apportée par son protection, pour sa protection auditive, c'est de pas trop non plus isoler le salarié de son environnement de travail. Imaginons un salarié exposé à 85 décibels, vous lui mettez un bouchon qui atténue de 30 décibels, il va lui rester 55 décibels d'audition, et ça, c'est trop. Il ne va pas entendre les alarmes de ses machines, il ne va pas entendre le collègue qui va lui donner une instruction. Bref, vous l'isolez de trop. À l'inverse, quelqu'un qui est exposé à 100 décibels, il faut quand même le protéger suffisamment pour qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte auditive. Donc l'idée, c'est d'aboutir à une résultante avec l'atténuation apportée par la protection individuelle entre 65 et 80, idéalement entre 70 et 75. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est exposé à 100 décibels, on va choisir une protection qui l'atténue entre 30 et 25 décibels pour être sur la partie satisfaisante. Alors, où est-ce que vous allez trouver cette atténuation apportée par la protection auditive? Souvent, soit sur les notices ou bien sur les boîtes de bouchons. Vous voyez en bas, vous avez tout un tas de chiffres. Retenez-en qu'un, c'est celui qui est tout en bas à droite et qui est le SNR. SNR, c'est Single Number Rating. Et en fait, c'est l'atténuation apportée par votre bouchon. Donc là, vous voyez, par exemple, l'atténuation est d'environ 27 décibels. Donc, pour quelqu'un qui serait exposé à 100, 100 moins 27, 73, si je suis bon en maths, on serait dans la protection satisfaisante. Donc ça, c'est aussi une notion qui est assez importante à prendre en compte. Au niveau du salarié, donc tout à l'heure, on a parlé de la réglementation, on disait que l'employeur avait une obligation de moyens et de résultats. Il faut savoir que le salarié a aussi ses responsabilités au niveau de sa propre santé et de la sécurité aussi de celle de ses collègues. Il doit suivre les instructions données par son employeur. Il doit veiller au bon usage de ses protections individuelles et il est tenu de signaler tout protecteur individuel défectueux. Tout salarié qui refuse ou qui s'abstient d'utiliser ces EPI conformément aux instructions peut engager sa responsabilité et peut se voir exposé à des sanctions que pourrait lui infliger son employeur s'il a rendu, par exemple, un métier où le port de protection est obligatoire. En termes d'hygiène, pour éviter tout risque d'infection, lavez-vous soigneusement les mains avant de mettre ou de retirer un PICB. Dans le contexte sanitaire actuel, je pense que c'est plutôt bien respecté. Lavez-vous régulièrement aussi à l'eau et au savon vos bouchons, bien les sécher et les ranger dans une boîte hermétique et surtout ne pas les mettre en poche. Alors pourquoi? Parce que dans les poches, on va trouver de la monnaie, on va trouver des clés, on va trouver un mouchoir usagé, enfin on va trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Et si vous mettez vos bouchons dedans et que vous les ressortez, en termes d'hygiène, vous allez remettre ça dans vos oreilles, c'est quand même pas génial.
Ne pas prêter non plus ni échanger ses EPI. Alors, en termes de bouchons, c'est assez rare qu'on les partage. Par contre, il arrive souvent qu'on ait des casques accrochés sur une machine et tout le monde peut passer dessus. C'est pareil, en termes d'hygiène, une protection individuelle, elle est individuelle, comme indique son nom. Attention aussi, les PICB, c'est la dernière chose, ont une durée de vie, c'est souvent indiqué sur la notice. Par exemple, les bouchons qui sont lavables et réutilisables en forme de sapin, en général, une 50aine de lavages et ensuite, on considère qu'ils sont plus suffisamment protecteurs. Merci Fabien, tu excuseras mon impatience. Pas de souci. Alors, on va partager avec vous une vidéo, une espèce de tuto pour vous expliquer comment mettre correctement vos bouchons d'oreille. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hop. Alors, vous avez un petit peu de son. Je vais peut-être essayer de commenter en même temps. Donc, bien se laver les mains avant de mettre le bouchon. Donc, prendre des bouchons neufs à chaque réutilisation, à chaque poste. On prend le bouchon, on le roule entre les doigts pour réduire le diamètre d'environ la moitié. On va tirer le pavillon de l'oreille vers le haut et légèrement en arrière. C'est un geste assez technique. Donc, on insère le bouchon en arrière et on l'insère au niveau du conduit auditif. On maintient le bouchon durant 10 secondes pour qu'il reprenne sa forme dans votre conduit auditif et assure une étanchéité maximum. Donc là, vous voyez à gauche quelqu'un qui l'a bien fait, à droite quelqu'un qui a sauté une étape. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence et la personne à droite sera beaucoup moins protégée. Voilà. Hop, merci. On continue avec toi, Fabien, sur le port des PICB et les bonnes pratiques. Oui. Et après, j'en aurai fini. Alors, au niveau du port des PICB, la durée de port de son protecteur individuel est très importante. On va prendre plusieurs exemples pour illustrer ce propos. À gauche, vous avez donc quelqu'un qui va porter son protecteur individuel pendant ses 8 heures de travail. Pas de souci, son protecteur individuel va être efficace à 100%. Si on prend un protecteur qui atténue 30 décibels, il aura bien les 30 décibels d'atténuation attendus. On va prendre quelqu'un qui va le retirer pendant 2 minutes, c'est-à-dire qu'il va porter son protecteur individuel pendant 7h58. Donc là, il peut se dire, bah, c'est pas mal, j'ai quand même bien porté mon protecteur individuel pendant 99,6% de son temps, et pourtant, il aura perdu 23% d'efficacité. Pourquoi, me direz-vous? C'est un petit peu la chose qu'on a illustrée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une exposition à un bruit important pendant quelques minutes suffit à commencer à abîmer votre santé auditive, du fait de l'échelle logarithmique du bruit. Et maintenant, si on prend quelqu'un qui a porté son protecteur pendant 7 heures, il a seulement retiré pendant 1 heure, ça paraît pas trop mal, hein, pendant presque 90% de son temps, il a porté son protecteur individuel. Et bien alors là, on a perdu une efficacité résiduelle de 30%. C'est-à-dire que le protecteur qui atténuait de 30 décibels, au final, dans la journée, il aura atténué que de 10 décibels. Donc quelqu'un qui aurait été exposé à 100 décibels, au final, il sera exposé à 90, alors qu'il l'a porté pendant 7 heures de travail, hein. Donc, on insiste vraiment bien là-dessus. Un protecteur individuel doit être porté 100% du temps. Une petite illustration qui marche bien, un petit parallèle, c'est comme si vous alliez en forêt, il pleut à verse, et pendant 8 heures, vous vous baladez en forêt. Vous ouvrez votre parapluie, vous êtes en dessous de votre parapluie, pendant 8 heures, vous êtes bien. Si pendant 2 minutes, vous refermez votre parapluie, et qu'après vous le rouvrez, bah, vous aurez quand même pris la sauce pendant 2 minutes, et ça suffira à vous avoir trempé. Donc, les protecteurs individuels, c'est comme le parapluie. Si on veut qu'il soit efficace, il faut le porter 100% du temps. Sortez couvert. Absolument. Merci Fabien. Et comment faire pour faire accepter ces mesures de prévention qui peuvent être parfois considérées comme des contraintes par les salariés? Quels sont les leviers des chefs d'entreprise qui ont la responsabilité du bon port de ces équipements de protection? Nous continuons avec Emmanuel. Oui, cette fois-ci, j'ai pensé à mettre le micro. Donc, dans la prévention, une des clés pour réussir à fédérer les bons comportements sécurité, ça va être informer et former chaque personne amenée à travailler et à circuler au sein de l'entreprise.
Voilà, donc il va s'agir d'informer les nouveaux embauchés lors du premier jour de travail en faisant par exemple un accueil sécurité qui expliquera clairement tous les risques auxquels le salarié sera exposé, et notamment le bruit, mais essentiellement comment se protéger. On informera et on formera bien évidemment également les salariés permanents ou ceux qui viennent en intérim en organisant par exemple des causeries sécurité appelées aussi quart d'heure sécurité. Par exemple, une fois par mois, en développant chaque mois un autre risque ou un retour d'expérience. Bien sûr, il faudra penser à afficher les zones de bruit. On pourra aussi informer les salariés par le biais du rapport si une étude a été menée au sein de l'entreprise, donc avec les résultats. On informera également par le biais du document unique, puisque le risque bruit y sera mentionné. Et dans tous les cas, si on est au-delà de 80 décibels, il faudra mettre à disposition les protecteurs et former au port, comme on a pu le voir avec la vidéo qu'on retrouve également sur YouTube. On informera et on formera également tous les sous-traitants, visiteurs ponctuels amenés à travailler ou à circuler dans notre entreprise. Donc là, on a également le plan de prévention qui pourra vous servir à informer les personnes. En tous les cas, il est important de renouveler régulièrement les messages de prévention pour que les personnes adoptent les comportements sécurité. Merci Emmanuel. Alors je profite du changement de chapitre pour vous dire qu'un certain nombre de questions ont été publiées dans l'onglet sondage que vous trouvez sur votre droite. Cela nous permet de mesurer votre niveau de satisfaction et puis d'améliorer les webinaires à venir. Nous continuons sur les accompagnements possibles par les services de santé au travail. Quels sont-ils ? Oui, alors effectivement, sachez que les services de santé au travail peuvent réaliser l'estimation sonore de votre entreprise, de votre garage, de votre crèche, puisque j'ai vu des personnes qui se posaient la question comment savoir à quel niveau je suis. Eh bien, tout simplement, faites appel à nous et on vous aidera. Donc, cette démarche que nous proposons est en 4 étapes. Donc, d'abord, c'est une préétude. Donc, simplement, on se rend dans votre entreprise pour analyser l'activité, recueillir les données qui nous seront utiles dans le cadre de l'étude et puis visiter tout simplement votre entreprise pour déjà faire un premier repérage. On définira ensemble la journée la plus représentative en termes de bruit. Si le vendredi, par exemple, les salariés terminent plus tôt, évidemment, on évitera le vendredi. Donc, on choisira une journée ensemble pour faire cette étude, ces mesures de bruit. Donc, vous vous souvenez avec le fameux sonomètre ou exposimètre qui sera porté par vos salariés. La technicienne ou le technicien restera dans votre entreprise pour identifier les sources de bruit, pour observer également les activités. Et à l'issue de cette étude, on vous restituera bien sûr le rapport avec les résultats, mais aussi les axes d'amélioration possibles selon l'analyse que nous en aurons faite. Et enfin, pour terminer ce package, à partir du moment où on aura mesuré des valeurs au-delà de 80 décibels, on vous proposera de sensibiliser, que ce soit nous, services de santé au travail, qui informions et formions votre personnel au risque bruit, aux résultats qui auront été produits dans votre entreprise et puis bien sûr, essentiellement, comment se protéger et comment porter les bouchons d'oreille. Merci Emmanuel. Alors n'hésitez pas à répondre au sondage qui se trouve sur le pavé de droite. Et puis on va terminer ce webinaire en vous disant que les services de santé au travail, pour la plupart, proposent aujourd'hui des supports que vous pouvez diffuser en entreprise sous forme de fiches pratiques notamment. Donc les services de santé au travail qui ont participé à ce webinaire proposent sur leur site internet un certain nombre de documents, de ressources que vous trouverez dans ces liens-là. Et puis, la plupart des services de santé au travail proposent également des ateliers de sensibilisation, des études de mesure, comme vient de l'expliquer Emmanuel. Je rappelle que le replay et ce support-là seront disponibles très rapidement, pour ne pas dire dans la demi-heure qui vient, sur le site de Geste. Emmanuel, si tu veux juste aller à la diapo suivante, dont vous trouverez l'adresse du site. La diapo juste suivante, association-geste.org, et puis sur les sites internet des services de santé au travail participants. Il me semble que nous avons répondu à la plupart de vos questions par le chat. Et merci Emmanuel. Est-ce
que l'un ou l'autre des intervenants voudrait prendre la parole pour conclure? On a entendu que le bruit est un sujet complexe. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de multiplication et d'addition sur un sujet comme celui-là. On a entendu que les mesures de protection collective étaient à privilégier, comme dans beaucoup de domaines de prévention par rapport à la protection individuelle. On a aussi entendu que dans certains cas de figure, la protection individuelle reste la protection principale, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure dans le BTP par exemple, difficile de mettre en place des protections plus collectives. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous les préventeurs, dans quelle mesure, dans quelle proportion vos interventions concernent le bruit en entreprise? Qu'est-ce que ça représente comme part de vos activités d'intervention? En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'on intervient dans tout type d'entreprise, hein, à la fois les garages, comme on l'a cité, les ateliers, les usines, mais également les crèches. Donc, effectivement, dans les crèches, j'ai eu l'occasion de mesurer des journées à plus de 80 décibels. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choses à faire, des solutions existent. Et on est amené aussi de plus en plus à mesurer également le bruit dans les bureaux et les open space. Donc, même si on n'atteint pas ces seuils réglementaires du Code du travail de 80 décibels, on est sur des niveaux inférieurs. Généralement, dans les bureaux, ce que j'ai pu mesurer, c'est dans les 60-65, mais on est sur des valeurs qui vont entraîner fatigue, irritabilité, stress et qui vont perturber aussi le travail, hein, qui vont amener de la déconcentration. Hein. Si on est dans un bureau, on entend les conversations, forcément, on sort de ce qu'on fait. Donc voilà, et là aussi, dans les bureaux, il y a des choses à faire en matière de traitement acoustique. Et voilà, donc le maître mot, c'est déjà faisons l'évaluation pour savoir où on en est pour qu'on puisse après vous proposer des solutions. Hein. Et de toujours impliquer les salariés dans la recherche de solutions pour qu'ils adhèrent au mieux au comportement sécurité, que ce soit pour les PICB ou même pour le traitement acoustique. Hein. Quand ça vient d'eux, c'est plus facilement accepté. Merci Emmanuel pour cette conclusion. Merci à nos 3 experts pour avoir monté ce webinaire avec GEST, l'Association régionale des services de santé au travail du Grand Est. Merci à tous pour votre participation. On est encore à l'heure du Covid, hein, on est le 9 mars 2021, ça fait 1 an maintenant qu'on parle du Covid. Donc continuez de vous protéger, protégez-vous, protégez les autres et respectez les gestes barrières. Bonne fin de journée à tous et rendez-vous pour le prochain webinaire GEST le mois prochain qui concernera la démarche de prévention. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Et merci. Merci.